Il regarde la carte une dernière fois, puis il la replie, lentement, comme si cela allait changer quelque chose. La radio reste silencieuse, et c'est précisément ça, le problème. À ce moment-là, il comprend une chose simple, l'extraction n'aura pas lieu. Nous sommes en Irak, au début des années 2000. Une équipe du SAS britannique opère loin derrière les lignes ennemies. Leur mission est claire, sur le papier, observer, transmettre, disparaître. Rien de spectaculaire, rien de visible. Mais sur le terrain, tout change. Le soldat dont nous parlons ici n'est pas un novice. Il a déjà opéré dans des zones hostiles. Il connaît les règles. Ne pas se faire voir. Ne pas s'attarder. Ne jamais dépendre d'un plan unique. Et pourtant, cette fois, quelque chose ne fonctionne pas. Le point d'extraction prévu depuis des jours devient soudain inaccessible. Trop de mouvements ennemis. Trop de risques. Les hélicoptères ne viendront pas. La décision est prise ailleurs, à des centaines de kilomètres. Mais ses conséquences sont immédiates. L'équipe est seule. Dans ce type d'opération, chaque homme transporte juste assez pour survivre quelques jours. Eau, munitions, batterie, rations. Tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Mais ce calcul repose sur une hypothèse fragile, que la mission se termine comme prévu. Ce jour-là, cette hypothèse s'effondre. Le soldat observe les visages autour de lui. Personne ne panique. Personne ne pose de questions inutiles. C'est une unité entraînée pour ça. Mais le silence qui s'installe est différent. Ce n'est pas le calme, c'est l'acceptation. Il n'y a plus de sortie rapide. Plus de solution simple. Ils sont maintenant coincés, profondément en territoire ennemi, sans soutien immédiat. Et c'est là que la mission change de nature. Ce n'est plus une opération d'observation, c'est une question de survie. Dans les doctrines spéciales britanniques, ce genre de situation n'est pas ignoré. Il existe même un principe simple, souvent répété pendant l'entraînement. Si tout échoue, vous devenez invisible. Mais devenir invisible n'est pas une technique, c'est un état. Cela signifie se déplacer sans laisser de traces, dormir sans être vu, observer sans exister. Cela signifie aussi renoncer à certaines habitudes, à certains réflexes, et surtout, accepter de ne plus contrôler le rythme. Le soldat ajuste son équipement. Chaque objet est désormais un poids potentiel. Chaque décision peut révéler leur position. La nuit tombe, et avec elle, une nouvelle règle s'impose. Ils ne cherchent plus à accomplir la mission. Ils cherchent à rester en vie. Ce changement est subtil, mais fondamental, parce qu'à partir de cet instant, le danger ne vient plus seulement de l'ennemi, il vient du temps. La première nuit ne ressemble à aucune autre. Il ne bouge presque pas par prudence, par nécessité. Chaque bruit porte trop loin. Le soldat garde les yeux ouverts, immobile, pendant des heures. Il ne cherche pas le sommeil. Il écoute. Des véhicules passent au loin, parfois proches, parfois trop proches. Ce détail compte. Dans ce type d'environnement, la distance devient trompeuse. Un moteur que l'on croit lointain peut apparaître en quelques secondes. Et dans l'obscurité, une seule erreur suffit. À l'aube, ils se déplacent enfin, lentement, sans parler. Le terrain est sec, ouvert, presque hostile par nature, peu de couverture, peu d'ombre. Chaque déplacement doit être calculé. Le soldat observe un point simple. Ils ne sont pas censés être là, et tout, dans le paysage, peut les trahir. Leur progression suit une logique discrète. Éviter les routes, éviter les habitations, éviter les silhouettes visibles. Cela rallonge le trajet, mais réduit les risques immédiats. Cependant, ce choix a un coût. L'eau commence à manquer. Dans une mission classique, l'extraction arrive avant que ce problème ne devienne critique. Mais ici, le temps s'étire, et chaque heure passée augmente la pression. Le soldat ne boit pas quand il a soif, il boit quand il doit. C'est une discipline simple mais difficile. Le corps demande. L'esprit refuse. Vers midi, la chaleur devient écrasante. Il s'arrête dans une zone légèrement creusée, à peine visible depuis l'extérieur. Ce n'est pas un abri. C'est un compromis,
Personne ne parle. Les décisions se prennent par geste, par regard. C'est plus rapide et surtout plus sûr. Le soldat vérifie son équipement, rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Chaque objet n'est plus lié à une mission, mais à une durée inconnue. C'est là que la réalité s'impose, de façon plus claire. Ils ne savent pas combien de temps cela va durer. Dans les opérations spéciales, l'incertitude est prévue. Mais elle était encadrée. Ici, elle ne l'est plus. Elle devient totale. Et cette absence de cadre modifie quelque chose de plus profond. Ce n'est plus une mission avec un début et une fin. C'est une situation ouverte. Le soir venu, ils reprennent leur mouvement. Toujours de nuit. Toujours sans bruit. Mais cette fois, un détail change. Ils croisent des traces récentes, des pas, des pneus. Une activité plus dense que prévu. Le soldat s'arrête. Observe. Analyse rapidement. Ils ne sont pas seuls dans cette zone. Ce n'est pas une surprise. Mais c'est une confirmation. Le risque augmente. À ce moment précis, une décision doit être prise. Continuer selon le plan initial ou s'en éloigner. Et c'est là que l'entraînement prend le dessus. Ils ne suivent pas le plan. Parce que le plan suppose une situation stable. Et la situation ne l'est plus. Le soldat modifie leur trajectoire. Légèrement. Juste assez pour éviter le point de contact potentiel. Ce changement paraît mineur. Mais dans ce type d'opération, ce sont ces écarts qui décident de tout. La nuit avance. Le silence aussi. Et progressivement, une idée s'installe. Ils ne sont plus en train de contourner le danger. Ils sont en train de vivre à l'intérieur. Le troisième jour commence sans véritable transition. Pas de réveil. Pas de repère clair, juste la lumière qui revient et la fatigue qui s'installe. Le soldat remarque un détail inhabituel. Les gestes deviennent plus lents, pas désorganisés, mais plus lourds. C'est le premier signe. Le manque de sommeil ne frappe pas d'un coup. Il s'installe, discrètement. Il réduit la vigilance, altère les décisions, ralentit les réactions. Et dans ce type d'environnement, cela suffit. L'équipe s'arrête plus tôt que prévu, non pas par choix stratégique, mais parce que le corps impose une limite. Ils trouvent une zone légèrement surélevée, avec quelques reliefs. Ce n'est pas idéal. Mais c'est mieux que rien. Le soldat s'allonge sans retirer son équipement. Dormir devient un acte risqué. Ici, le repos n'est jamais complet. C'est une succession de pauses courtes, entrecoupées de vigilance. Un homme reste éveillé. Toujours. Cette rotation silencieuse fait partie de leur doctrine. Mais elle repose sur un principe simple. Chacun doit pouvoir récupérer un minimum. Et ce minimum commence à disparaître. Au réveil, personne ne parle de fatigue. Mais tout le monde la ressent. Le soldat observe les visages, rien d'alarmant. Mais quelque chose change dans les regards. Moins de précision, moins de netteté. Ce n'est pas encore critique, mais cela évolue. Ils reprennent leur progression en fin de journée. Toujours en évitant les zones ouvertes, toujours en contournant les signes de présence humaine. Mais cette fois, un élément inattendu apparaît. Un bruit sec, proche. Tout s'arrête instantanément. Le soldat ne bouge. Plus, il ne regarde pas directement vers la source. Il attend. Quelques secondes passent, puis d'autres, et enfin, une silhouette, un homme, seul, armé, en mouvement lent. Ce n'est pas une patrouille, pas encore. Le danger ici n'est pas immédiat, mais potentiel. Si cet homme les voit, il ne réagira pas seul. Il alertera. Et dans cette zone, cela signifie une réaction rapide et massive. Le soldat évalue la distance, l'angle, la couverture, 3 options. Se retirer lentement, rester immobile. Ou neutraliser la menace. Aucune n'est parfaite. Se retirer crée du mouvement. Rester immobile dépend de la chance. Intervenir crée du bruit. Le choix doit être fait en quelques secondes. Il choisit l'immobilité. Pas par prudence, par calcul. Dans ce type de situation, le mouvement attire plus l'attention que la présence. L'homme passe à quelques dizaines de mètres, sans regarder, puis disparaît. Le danger immédiat s'éloigne. Mais quelque chose reste.
Ce moment change la perception. Jusqu'ici, ils évitaient une menace diffuse. Maintenant, ils comprennent à quel point elle est proche. Ce n'est plus une question de zone hostile. C'est une question de proximité constante. Le soldat reprend sa progression. Mais son rythme a changé. Plus lent, plus précis. Chaque pas devient une décision consciente, et progressivement, une autre réalité apparaît. Ils ne sont plus simplement en train de survivre dans un environnement difficile. Ils évoluent dans un espace où la moindre erreur ne laisse aucune seconde chance. La 4e nuit apporte quelque chose de différent. Pas plus de danger, mais plus de pression. Une pression qui ne vient pas de l'extérieur. Le soldat s'arrête brièvement, observe ses mains. Elles tremblent légèrement. Pas de peur, pas de panique, juste l'effet cumulé de la fatigue, du manque d'eau et du temps. C'est un détail, mais dans ce type d'opération, les détails deviennent des indicateurs. Ils avancent en file, espacés, sans jamais se regrouper complètement. Cette distance entre eux n'est pas un hasard. Elle limite les pertes en cas de contact. Mais elle crée aussi autre chose, une forme d'isolement, même au sein de l'équipe. Chacun évolue dans sa propre bulle, chacun gère sa propre fatigue. Le soldat regarde devant lui, il ne voit que la silhouette suivante. Rien d'autre. Le reste du monde disparaît dans l'obscurité. C'est ainsi que l'esprit s'adapte. Il réduit le champ, il simplifie. Mais cette simplification a un coût. Vers le milieu de la nuit, ils atteignent une zone plus dense. Quelques structures, des signes de vie, rien de clairement militaire. Mais rien de totalement civil non plus. C'est une zone grise. Et les zones grises sont les plus dangereuses. Parce que les règles y sont floues, et les réactions imprévisibles. Le soldat ralentit, il observe les lumières, leur fréquence, leur intensité. Il cherche un modèle, mais il n'y en a pas. Cela signifie une chose, cette zone n'est pas organisée, elle est active, et une zone active augmente les risques de détection accidentelle. Ils doivent traverser. Contourner prendrait trop de temps, trop d'énergie, trop d'eau. Encore une fois, le choix n'est pas idéal, il est simplement nécessaire. Ils attendent, pas pour la nuit complète, juste pour un moment précis. Le soldat fixe un point, une fenêtre, une source de lumière qui s'éteint, puis se rallume. Un rythme irrégulier, mais présent. C'est suffisant. Ils avancent pendant les creux, quelques secondes à chaque fois, puis arrêt complet. Ce type de mouvement demande une concentration extrême. Chaque erreur de timing peut les exposer. Le soldat compte mentalement, pas les secondes, les opportunités. Ils progressent ainsi, lentement, à travers la zone. Puis, soudain, un bruit inattendu. Une porte qui claque. Plus proche que prévu. Tout s'arrête. Le soldat se plaque au sol, instantanément. Il ne regarde pas. Il attend que son environnement se stabilise. Des voix. Pas fortes, mais distinctes. Elles ne parlent pas d'eux, mais elles sont là. Ce moment dure quelques secondes, peut-être une minute, puis le silence revient. Ils reprennent leur progression. Mais quelque chose a changé. Jusqu'ici, le danger était surtout militaire. Structuré, prévisible dans une certaine mesure. Ici, il devient humain, aléatoire. Et ce type de menace ne suit aucune logique tactique. Le soldat le comprend. Il ne s'agit plus seulement d'éviter des patrouilles. Il faut éviter toute interaction, même accidentelle. Lorsqu'ils sortent enfin de la zone, personne ne s'arrête. Personne ne relâche la tension. Parce qu'un autre problème apparaît. Leur trajectoire les éloigne progressivement du point d'extraction initial. Ce n'est plus un détour, c'est un changement de direction. Et à ce moment précis, une réalité s'impose, plus clairement que jamais. Ils ne sont plus en train de revenir, ils sont en train de s'enfoncer davantage. Le 5e jour commence avec une certitude nouvelle. Plus personne ne regarde en arrière, parce qu'il n'y a plus rien à rejoindre. Le soldat s'arrête brièvement, sort une petite boussole. Il ne vérifie pas la direction, il confirme une dérive. Ils ne suivent plus une route, ils s'adaptent à un environnement qui les repousse. Ce changement est silencieux, mais profond.
Dans une mission classique, chaque mouvement rapproche d'un objectif. Ici, chaque mouvement vise seulement à éviter un problème immédiat. C'est une logique différente. Et elle use. L'eau est presque épuisée. Le soldat secoue légèrement sa gourde. Le bruit est presque inexistant. Ce n'est pas une surprise. C'est une confirmation. Il ne partage pas cette information. Pas encore. Dans une équipe comme celle-ci, tout le monde sait. Mais personne ne le dit. Parce que le dire ne change rien. Vers midi, la chaleur devient écrasante. Le sol reflète la lumière. L'air semble immobile. Il s'arrête dans une zone plus basse, presque invisible depuis les hauteurs. Encore une fois, ce n'est pas un abri. C'est une réduction de risque. Le soldat observe ses hommes. Les mouvements sont plus lents, les réactions plus courtes. Mais la discipline est intacte. C'est cela qui les maintient. Pas l'énergie, pas le confort, la structure. Sans elle, tout s'effondrerait rapidement. C'est à ce moment-là qu'une décision difficile s'impose. Ils doivent trouver de l'eau, pas plus tard, maintenant. Ce type de recherche est l'un des moments les plus dangereux, parce qu'il oblige à se rapprocher de zones habitées, de routes, de points de passage. Autrement dit, de l'humain. Le soldat analyse rapidement les options, les cartes mentales, les repères observés les jours précédents. Un point possible apparaît. Un petit canal d'irrigation, repéré à distance. Ce n'est pas sûr, mais c'est suffisant pour tenter. Ils attendent la tombée de la nuit. Encore. Chaque décision dépend désormais de ce cycle. Bouger la nuit, survivre le jour. Quand l'obscurité revient, ils se déplacent avec une précision accrue. Pas plus vite, mais plus concentré. Le soldat sent la fatigue dans ses jambes. Mais il ignore cette sensation. Parce que ce n'est pas le moment. Après plusieurs heures, ils atteignent enfin la zone. Le canal est là, faible, étroit, mais réel. Le soulagement n'est pas visible, il est contenu. Le soldat s'agenouille, observe l'eau, elle est trouble, peut-être contaminée, probablement, mais il n'y a pas d'alternative. Ils utilisent des pastilles de purification, attendent. Le temps semble plus long que d'habitude, puis ils boivent. Pas beaucoup, juste assez. Ce moment est critique, parce qu'il attire l'attention. Un point d'eau, même petit, devient un point de passage. Et les passages créent des rencontres. Le soldat le sait. Il ne reste pas. Dès que possible, il quitte la zone. Mais quelque chose a changé. Avant, ils évitaient les endroits comme celui-ci. Maintenant, ils en dépendent. C'est une inversion complète de la logique initiale. Et avec elle, un nouveau risque apparaît. Plus ils survivent, plus ils doivent s'exposer. Le soldat reprend sa progression sans regarder en arrière, parce qu'il comprend une chose essentielle. Ce n'est plus une question de compétence, ni même d'entraînement. C'est une question d'équilibre. Trouver assez de ressources pour continuer, sans jamais en demander trop au terrain. Et cet équilibre ne dure jamais longtemps. La 6e nuit commence avec une sensation différente. Pas plus de fatigue, mais moins de clarté. Comme si certaines décisions devenaient légèrement plus lentes à émerger. Le soldat le remarque immédiatement. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est une diminution de précision. Et dans ce contexte, la précision est essentielle. Ils avancent toujours en silence, mais quelque chose change dans leur rythme. Les pauses sont un peu plus longues, les ajustements un peu plus fréquents. C'est subtil, mais réel. Le manque de sommeil, combiné à la déshydratation, commence à affecter le traitement de l'information. Les distances paraissent moins fiables, les sons plus difficiles à localiser. Le soldat compense. Il ralentit volontairement le groupe. Pas pour économiser de l'énergie, mais pour maintenir la qualité des décisions. C'est contre-intuitif. Avancer plus lentement, alors que le danger est constant. Mais aller vite, ici, augmente les erreurs. Et une seule erreur suffit. Vers le milieu de la nuit, ils atteignent une zone plus ouverte. Trop ouverte. Aucune Meichidanar, couverture réelle. Aucune possibilité de se dissimuler rapidement. Le soldat s'arrête. Observe l'horizon. Traverser est risqué. Contourner est long.
Attendre n'est pas viable. Encore une fois, le choix est limité. Il choisit de traverser, mais pas immédiatement. Ils attendent un moment précis, un moment où l'environnement devient moins lisible. Le vent se lève. Ce détail change tout. Le vent perturbe les sons. Il masque les pas. Il brouille certaines perceptions. C'est une opportunité. Le soldat la saisit. Ils avancent, en ligne, espacés, parfaitement synchronisés. Chaque pas est posé avec intention. Aucun mouvement inutile. La traversée dure quelques minutes, mais elle semble plus longue. Au milieu du passage, un élément inattendu apparaît. Une lumière. Lointaine, mais mobile. Un véhicule. Le soldat ajuste immédiatement sa trajectoire. Pas de panique. Pas d'arrêt brutal. Juste un changement subtil. Ce type de réaction ne s'improvise pas. Il est le résultat d'années d'entraînement. Le véhicule passe sans ralentir, sans dévier. Ils ne sont pas repérés. Mais ce moment laisse une trace. Parce qu'il montre quelque chose de précis. Le hasard joue désormais un rôle. Et le hasard n'est pas maîtrisable. Une fois la zone traversée, ils reprennent un terrain plus complexe. Relief, ombre, irrégularité, c'est plus sûr. Mais cela demande plus d'efforts. Le soldat sent la fatigue revenir plus vite après chaque arrêt. Le corps récupère moins. C'est un signe. Et ce signe annonce une évolution inévitable. Leur capacité à maintenir ce niveau de discrétion va diminuer. Pas brutalement, progressivement. Et c'est précisément ce qui rend la situation dangereuse, parce qu'une dégradation lente est plus difficile à détecter. Vers la fin de la nuit, ils s'arrêtent dans une zone légèrement encaissée. Le sol est froid, l'air plus stable. Le soldat s'assoit, brièvement, puis il regarde autour de lui. Personne ne parle, mais tout le monde est conscient. Ils tiennent encore, mais pas indéfiniment. Et c'est là que la réalité devient plus claire. Jusqu'ici, ils ont évité le contact. Ils ont géré les ressources. Ils ont contrôlé leurs mouvements. Mais aucun de ces éléments ne garantit une sortie. Parce que la sortie dépend de quelque chose qu'ils ne contrôlent plus. Le soldat ferme les yeux quelques secondes. Pas pour dormir, pour réfléchir. Et une idée commence à prendre forme. Peut-être que survivre ne suffira pas. La 7e nuit ne commence pas par un mouvement. Elle commence par une décision. Le soldat ne regarde pas la carte cette fois. Il regarde les hommes. Et il comprend que quelque chose a atteint sa limite. Pas physiquement, pas encore, mais mentalement. Depuis le début, ils suivent une logique simple, éviter, contourner, disparaître. Cette logique les a maintenus, en vie. Mais elle a aussi une conséquence. Elle ne mène nulle part. Le soldat le sait maintenant. Continuer ainsi signifie prolonger la situation, sans jamais la résoudre. C'est un équilibre instable, et cet équilibre commence à se briser. Il rassemble brièvement l'équipe. Pas de discours, pas d'explication longue, juste une phrase, basse, claire. On ne peut plus attendre. Ce n'est pas un ordre dramatique, c'est un constat. À partir de ce moment, la mission change une seconde fois. Ils ne cherchent plus seulement à survivre. Ils cherchent une sortie active. Cela implique un risque plus élevé, mais aussi une direction. Le soldat expose rapidement l'idée. Une zone plus au nord, identifiée comme instable, moins contrôlée, plus de mouvement, mais aussi plus de chaos. Et dans le chaos, les schémas deviennent moins prévisibles. Cela peut jouer en leur faveur. Le plan n'est pas parfait, mais aucun plan ne l'est désormais. Ils commencent à se déplacer. Le rythme change. Pas plus rapide, mais plus engagé. Chaque mouvement a un objectif. Le soldat ressent immédiatement la différence. L'esprit suit mieux quand il y a une direction, même si cette direction est incertaine. Au cours de la progression, il croise plus de signes d'activité. Des traces fraîches, des restes, des mouvements indirects. Cela confirme une chose. Ils entrent dans une zone plus dense. Le risque augmente, mais la stagnation disparaît. Vers le milieu de la nuit, ils atteignent une hauteur naturelle. Pas élevée, mais suffisante pour observer.
Le soldat s'arrête. Il scrute l'horizon. Des lumières, plusieurs, dispersées, pas organisées comme une base, pas totalement aléatoire non plus. C'est une zone intermédiaire, potentiellement exploitable, mais aussi dangereuse. Il analyse les options. Contourner prendrait trop de temps. Traverser demande une précision extrême. Encore une fois, le choix n'est pas confortable. Il choisit de s'approcher. Pas directement. En biais. Ce type d'approche réduit la probabilité d'être identifié comme une présence linéaire. C'est une technique connue, mais elle demande un contrôle constant. Ils avancent lentement, très lentement. Puis un détail attire son attention. Un groupe. Pas militaire, mais armé. Le comportement est différent, moins structuré, moins discipliné. Cela change les règles. Ces groupes réagissent plus vite, mais pensent moins en termes de stratégie. Le danger devient plus immédiat, mais parfois moins organisé. Le soldat ajuste à nouveau la trajectoire. Chaque minute demande une adaptation. Et cette accumulation de micro-décisions commence à peser. Ce n'est pas la fatigue physique qui domine, c'est la charge mentale. Maintenir ce niveau de concentration en continu, sans pause réelle, sans certitude. À un moment, l'un des hommes ralentit légèrement. Rien de visible pour un observateur extérieur, mais suffisant pour être remarqué. Le soldat s'approche discrètement, pas pour corriger, pour vérifier. Le regard de l'homme est clair, mais plus lent. C'est un signal. Le temps joue contre eux, et cette réalité ne peut plus être ignorée. Ils reprennent la progression, mais cette fois, une pensée s'impose, silencieuse. Ils ont choisi d'avancer vers le chaos, parce que rester immobile était pire. Mais le chaos ne garantit rien. Et dans cet environnement, même une bonne décision peut produire le mauvais résultat. La 8e nuit commence sans transition nette, pas de rupture, pas de changement visible. Mais quelque chose, dans leur manière d'avancer, n'est plus tout à fait le même. Le soldat le ressent avant de pouvoir le formuler. Les décisions viennent toujours, mais elles demandent un effort supplémentaire, comme si chaque choix devait traverser une couche invisible. Ils avancent dans direction de la zone observée la veille. Toujours en biais, toujours avec cette logique d'exposition minimale. Mais plus ils approchent, plus les signes d'activité deviennent fréquents. Des bruits, des lumières, des mouvements imprécis. Ce n'est pas une zone contrôlée, c'est une zone occupée. La différence est importante. Une zone contrôlée suit des règles. Une zone occupée suit des comportements. Et les comportements changent. Le soldat ralentit, puis s'arrête. Devant eux, une structure, simple, basse, mais active. Il observe plusieurs silhouettes, pas en formation, pas en patrouille. Elles parlent, elles se déplacent librement, elles ne surveillent pas, elles vivent. C'est exactement ce qui rend la situation dangereuse. Parce qu'ici, ils ne cherchent pas un ennemi structuré. Ils doivent éviter d'être remarqués, par hasard. Le soldat évalue les options. Contourner demande un détour important. Traverser implique un passage à proximité directe. Encore une fois, le choix n'est pas entre le sûr et le risqué, c'est entre le risqué et le plus risqué. Ils décident de contourner, pas par prudence excessive, par calcul. Plus ils avancent dans cette zone, plus les interactions deviennent imprévisibles. Réduire ces interactions devient prioritaire, ils modifient leur trajectoire. Lentement. Mais à ce moment précis, un élément inattendu se produit. Un chien. Le son est faible au début, puis plus net. Le soldat s'immobilise instantanément. Les chiens changent tout. Ils ne réagissent pas à la logique humaine. Ils réagissent à la présence. Et la présence ne peut pas être totalement contrôlée. Le bruit se rapproche, pas rapidement, mais suffisamment. Le soldat analyse en quelques secondes. Fuir crée du mouvement. Rester immobile dépend du vent. Neutraliser crée un autre type de problème. Il choisit l'immobilité. Encore une fois. Mais cette fois, le facteur n'est pas humain. Le chien s'approche, s'arrête. Le silence devient lourd. Le soldat contrôle sa respiration.
son rythme cardiaque. Il ne regarde pas directement, il attend. Quelques secondes passent, puis le chien se détourne, sans alerte, sans réaction. Le danger disparaît aussi vite qu'il est apparu, mais ce moment laisse une trace plus profonde que les précédents. Parce qu'il révèle une limite, ils ne peuvent pas tout anticiper. Ils peuvent réduire les risques, ils peuvent s'adapter, mais certains éléments échappent complètement à leur contrôle. Ils reprennent leur mouvement, mais cette fois, quelque chose s'ajoute à la pression. Ce n'est plus seulement la fatigue, ni le manque de ressources. C'est l'imprévisibilité totale. Et dans ce type de situation, l'esprit cherche une chose simple, un point stable. Mais ici, il n'y en a pas. Le soldat avance encore, concentré. Mais une idée s'impose. Progressivement, ils ont réussi à éviter le contact jusqu'à présent. Mais éviter ne peut pas durer indéfiniment. À un moment, le terrain impose ses règles. Et ces règles ne se négocient pas. La 9e nuit commence avec un silence différent. Pas plus profond, mais plus fragile. Comme s'il pouvait se briser à tout moment. Le soldat ne pense plus en termes de distance, ni même de direction. Il pense en termes de temps. Combien d'heures avant une erreur? Combien de minutes avant une exposition? C'est un changement discret, mais essentiel. Ils avancent toujours, lentement, précisément. Mais la précision demande désormais un effort constant. Chaque décision est vérifiée, puis revérifiée. Comme si l'esprit refusait de faire confiance à ses propres réflexes. C'est un signe. La fatigue n'est plus seulement physique, elle devient cognitive. Vers le milieu de la nuit, ils atteignent une zone plus complexe, des reliefs irréguliers, des ombres plus marquées. C'est un terrain favorable. Mais cette fois, le soldat ne ressent pas le même soulagement. Parce qu'il sait que le problème n'est plus seulement le terrain. C'est leur capacité à l'exploiter. Il s'arrête brièvement. Le soldat observe ses hommes. Les gestes sont toujours contrôlés, mais légèrement décalés. Pas assez pour alerter un observateur extérieur, mais suffisamment pour être perçu par quelqu'un entraîné. Il le sait. Le seuil approche. Ils reprennent leur progression. Puis, soudain, un bruit, pas lointain, pas ambigu, un mouvement sec, trop proche. Le soldat se fige instantanément. Les autres suivent, mais cette fois, quelque chose est différent. Le bruit ne s'éloigne pas, il se rapproche. Une silhouette apparaît, puis une deuxième. Ce n'est pas un passage isolé, c'est un contact potentiel. Le soldat analyse en une fraction de seconde. Distance, courte, couverture, limitée. Option, réduite. Il comprend immédiatement. L'immobilité ne suffira pas cette fois. Le risque d'être vu est trop élevé, et s'ils sont vus, la situation change radicalement. Il prend une décision, rapide, précise. Il fait signe, un repositionnement discret. Quelques mètres, juste assez. Ce mouvement est calculé, pas pour fuir, pour casser l'angle de vision. Les silhouettes avancent encore, le temps se contracte. Chaque seconde compte, puis, elle s'arrête. Le soldat ne respire presque plus. Un des hommes en face regarde dans leur direction. Pas directement, mais suffisamment proche. Le moment dure, quelques secondes, qui semblent s'étirer. Puis, sans raison apparente, ils reprennent leur marche. Dans une autre direction. Le danger s'éloigne. Mais cette fois, la conclusion est différente. Ils n'ont pas évité le contact par stratégie. Ils l'ont évité de justesse. C'est une nuance importante, parce qu'elle indique une chose, leur marge disparaît. Le soldat le comprend immédiatement. Ils ne contrôlent plus totalement la situation, ils la suivent, et cela change tout. Ils reprennent leur progression. Mais le rythme est différent, pas plus lent, plus tendu. Chaque pas est désormais chargé d'une certitude implicite. Le prochain contact ne laissera peut-être pas de seconde chance. Le soldat regarde devant lui. Toujours cette même silhouette, toujours cette même distance. Mais maintenant, il voit autre chose. Pas seulement le terrain, pas seulement les risques. Il voit la limite, et cette limite, ils sont en train de l'atteindre. La 10e nuit commence avant même que la précédente ne se termine vraiment. Le soldat ne ressent plus la transition.
seulement une continuité, tendue, fragile. Ils avancent encore. Mais cette fois, ce n'est plus seulement un mouvement. C'est une dernière phase. Le soldat le sait sans avoir besoin de le formuler. Quelque chose doit changer. Maintenant. Leur état ne permet plus de maintenir ce niveau de discrétion indéfiniment. Les ressources sont presque épuisées. La fatigue est installée. Et surtout, la marge a disparu. Ils ne peuvent plus dépendre du hasard. Alors, il prend une décision différente des précédentes. Pas pour éviter, pas pour contourner, pour provoquer une sortie. C'est contre-intuitif. Depuis le début, tout repose sur la réduction de la visibilité. Mais ici, rester invisible ne mène plus nulle part. Le soldat rassemble brièvement l'équipe, toujours sans bruit inutile, toujours sans discours. Mais cette fois, les regards changent, parce que tous comprennent. Ils vont devoir se rapprocher volontairement d'une zone de contact contrôlée, pas pour engager, pour créer une opportunité, une route, une présence organisée, quelque chose de suffisamment structuré pour être prévisible. Le chaos ne suffit plus. Ils ont besoin d'un Tinansenanda, système. Ils modifient leur direction. Le mouvement est plus direct, moins hésitant. Cela augmente le risque immédiat, mais réduit l'incertitude globale. Après plusieurs heures, ils atteignent une zone différente, plus silencieuse, plus ordonnée. Le soldat observe. Des lumières fixes, des déplacements réguliers, une logique. C'est un point de contrôle, potentiellement ennemi, mais structuré. Et la structure peut être exploitée. Il analyse les schémas, les intervalles, les angles morts. Son esprit fonctionne encore, mais plus lentement. Alors il simplifie. Réduire les variables. Choisir un moment. S'engager. Ils attendent. Le temps s'étire encore, puis le moment arrive. Un intervalle, court, mais suffisant. Le soldat fait signe. Ils avancent, pas furtivement comme avant, pas totalement exposés non plus, juste assez visibles pour être identifiés. C'est le point critique, créer un contact sans déclencher une réaction. Immédiate. Quelques secondes passent, puis une lumière change. Un mouvement. Ils ont été vus, mais pas attaqués. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Le soldat s'arrête. Lentement, les mains visibles. Le message est clair, ils ne sont pas une menace immédiate. Ce type de décision va à l'encontre de tout leur entraînement initial. Mais, dans certaines situations, la survie ne dépend plus de la discrétion. Elle dépend de la compréhension du système en face. Quelques instants plus tard, des voix, des ordres, des armes pointées, mais pas de tir. Le contact est établi. La tension ne disparaît pas. Elle change de nature. Le soldat reste immobile, parce qu'à cet instant précis, le contrôle n'est plus entre ses mains. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il cherchait. Après des jours à éviter toute interaction, il choisit volontairement d'en créer une, pas par désespoir. Par logique, parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une question de force, ni même de survie pure. C'était une question de cadre. Tant qu'ils évoluaient en dehors de tout système, ils étaient invisibles, mais sans issue. En entrant dans un système, même hostile, ils redeviennent visibles. Mais ils redeviennent aussi prévisibles. Et la prévisibilité crée des règles qui peuvent être comprises, parfois même utilisées. Le soldat ne bouge toujours pas. Autour de lui, la situation reste incertaine. Mais une chose est différente. Pour la première fois depuis plusieurs jours, ils ne sont plus seuls. Et cette simple réalité change tout.